Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire s'est trouvée au centre des violences politiques ivoiriennes au lieu d'être une élection ordinaire. 3 ans après, quelles sont les leçons tirées et quelles dispositions à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 avec cette fois-ci tous les acteurs majeurs de la politique en Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien autour du livre intitulé Mémoire d'octobre 2020. On a le plaisir de recevoir professeur Lassina Coulibaly. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes le président de l'Université de Mans, écrivain, auteur de Mémoire d'octobre 2020 pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais de violence politique et par la même occasion auteur de L'environnement est-il compris paru en 2015 et de 2 recueils de poèmes La doublure 2016 et Monologue 2022. Alors professeur, première question, lorsqu'on se réfère à octobre 2020 en termes de souvenirs majeurs, faits marquants, si vous devez en citer 2 ou 3, quels seraient ces faits marquants pour vous? Les faits les plus marquants, c'est d'abord le processus électoral lui-même et c'est la création à la fin par l'opposition qui contestait ces élections de ce qu'ils ont appelé le CNT. Le Conseil national de transition. Et ce sont des événements majeurs quand on parle de démocratie. Parce que là, c'est carrément une insurrection. Pendant qu'il y a un processus qui était en cours et auquel on a refusé de participer, on en arrive à une conclusion de dire, au lendemain de l'élection, dire que nous créons une situation de transition. Ce n'était pas acceptable. D'accord, très bien. L'autre question que nous vous posons, c'est de savoir sous quel angle avez-vous écrit un tel ouvrage, en tant qu'un observateur qui a équidistance de ce qui s'est passé en octobre 2020 ou de façon beaucoup plus concrète en tant qu'un acteur majeur de cette crise de 2020? J'ai écrit d'abord en tant que citoyen ivoirien, donc à double titre, en tant qu'intellectuel, de pouvoir prendre le temps et d'inviter dans le livre. C'est pourquoi vous allez avoir des propos réels tenus par certains acteurs et en tant que, puisque j'ai dit que c'est un pamphlet, mais en tant qu'acteur politique. Parce que citoyen, donc j'ai la possibilité de prendre une position et de pouvoir lire ce qui se passe. Donc à double titre, en tant qu'intellectuel et en tant que citoyen, j'ai invité donc un certain nombre d'informations pour pouvoir décrypter comment est-ce que l'élection d'octobre 2020, comme vous l'avez dit, qui devait être une élection après, on va dire, 4 séries d'élections que nous avons eues, qui, donc, avec l'idée d'un maturissement de la Côte d'Ivoire dans les processus d'élection, qui devait consacrer cela, mais s'est retrouvé avec une violence. Il y a eu une construction, et donc ce sont ces éléments que j'ai invités, et mettre à côté tout ce qui est élément réel de compréhension de la démocratie et des actions à mener dans le cadre démocratique pour pouvoir contester ou accepter une situation donnée. Justement, l'expression démocratie, vous en parlez longuement dans l'ouvrage et vous dites à la page 18-19, à la fin de l'introduction, qu'au nom de la démocratie, une certaine classe politique a eu des comportements peu recommandables, comportements que vous avez qualifiés à la limite d'irresponsables. De quelle classe politique est-ce que vous parliez en ce temps-là? Je parle de la classe politique de l'opposition en Côte d'Ivoire parce qu'elle savait là où elle engageait le peuple, puisqu'elle a dit déjà que c'était pour chasser un groupement politique au pouvoir. Donc c'est clair, net dans leur tête, c'était d'inviter le processus électoral dans un canevas hors de la période électorale, c'est-à-dire il y a une date consacrée par la Constitution où il faut faire une élection présidentielle. Donc inviter tous les acteurs qui marchent avec eux, que ce soit société civile ou autre, de demander un report pour qu'on puisse se retrouver justement dans un tel cadre de délai et puis revendiquer qu'il y a un vide de pouvoir, un vide de pouvoir et aller vers une transition. Donc voilà pourquoi nous avons pris donc en position pour dire que cette classe-là, c'était une irresponsabilité. On ne peut pas, pour ce que nous avons connu de la transition de 2002 à 2010, on ne pouvait pas prendre le risque d'inviter la Côte d'Ivoire dans un tel de processus. C'est la même chose qu'on ne peut pas accepter dans un pays qui se revendique un pays démocratique, d'aller encore dans ce canevas de transition au motif qu'on aura le temps de discuter, on aura le temps de mettre... Quand vous-même vous avez annoncé que votre objectif premier, c'était de chasser un autre groupement au pouvoir. D'accord. Voilà. Quand on arrive au chapitre 2, intitulé Comment la contestation a été construite, un accent particulier est mis sur la CEI, Commission électorale indépendante, et la question de l'orpaillage clandestin qui a été repris avec plusieurs moyens de communication par le PDCI. Vous trouvez dans le livre, quand on le lit, que ce sont des prétextes qui ne tiennent pas. Pourquoi? Oui, parce que le phénomène de l'orpaillage, en commençant par ça, il n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire.
Et si vous prenez depuis la période précoloniale, coloniale, il y a toujours eu de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. A commencé déjà dans le 108 et puis aller vers dans la zone de Tumodi Kokumbo. Tout le monde sait qu'il y a eu toujours de l'orpaillage. Et dans le processus, c'est vrai qu'il faut décrier. Vous avez vu que dans le livre, il a invité plusieurs activités de recherche que nous-mêmes nous avons conduites pour dire que ça existe et pour relever que certains acteurs même qui annonçaient, je ne vais pas citer leur nom, qui enchérissaient ce qu'avait fait comme déclaration le président du PDCI. Ils étaient de près concernés. Voilà, étaient de près concernés. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un prétexte pour moi. L'orpaillage, c'est vrai, il faut décrier, il faut organiser ce que fait l'État déjà. Et il y a pas mal d'exemples qui ont été donnés dans l'ouvrage, où l'État a mené des actions, on peut appeler en commando, pour pouvoir détruire certains équipements qui étaient là. Et certains acteurs étaient même des acteurs de cette activité, donc ils le savaient. Mais en prenant le prétexte qu'il y avait un envahissement, et ce que j'appelais même une infestation. Donc par le biais de l'orpaillage, on disait qu'on a convoyé des étrangers en Côte d'Ivoire à l'effet de les faire inscrire. Vous voyez, là, c'est un phénomène à décrire parce que ça fait une perte économique. L'État en a conscience, l'État mène des actions, ils savent bien. Mais en invitant ce processus dans un cadre d'élection, ça amenait à créer une suspicion sur la CEI qui accepterait qu'on inscrive des étrangers à l'effet de pouvoir voter à la place des Ivoiriens. Il faut décrier ça, il faut dénoncer cela, parce que ça existe avant. Et vous avez vu un général même qui est membre de ce bureau politique de ce parti-là, qui a dit qu'à telle période, à telle époque... Voilà, mais quand on regarde, mais dans la zone du handball, c'est vrai qu'il a mené des actions, mais ça a toujours existé, l'orpaillage. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est décriée, que ce soit par les chefs de village et que ce soit par les politiques qui sont en cours. Donc, il ne faut pas inviter ces concepts sensibles-là dans un processus d'élection. D'accord, très bien. La question de la société civile aussi que vous traitez, vous estimez que, enfin, vous la présentez comme un serpent de mer, tête société civile, et puis la queue qui est la politique. Donc, une société civile un peu politisée. Quand on regarde aussi celui que vous citez, Larry Diamond, il parle des 11 missions de la société civile. J'en cite quelques-unes. Limiter et contrôler le pouvoir. Les acteurs de la société civile doivent surveiller la manière dont les agents de l'État utilisent les pouvoirs, informer la population, ainsi de suite. Quand on regarde l'un des 11 missions, on se pose l'action de savoir, mais qu'est-ce qui est différent de ce que la société civile en Côte d'Ivoire fait? Je pense que c'est la même mission. Ce sont les mêmes missions, mais vous comprenez que dans la dénomination de la société civile de Harry, c'est pas la même société civile. Et si chez nous, quelqu'un qui perd le pouvoir se mue très rapidement en un constituant de la société civile à l'effet de lutter pour prendre le pouvoir. Et souvent, c'est pas ça qui est mauvais en soi, mais c'est le fait d'embrancher certains concepts qui divisent. En fait, quand on parle de démocratie, on parle de connaissance citoyenne. C'est un peuple qui sait pourquoi il va pour choisir. Mais quand on n'arrive pas à proposer quelque chose au peuple, et que ce que nous proposons au contraire, c'est toujours de maintenir le peuple dans une fragmentation de la société. On n'est même pas dans une nation pour parler d'un État. Donc, à partir de ce moment-là, la société civile dont il est question devient une société politique. Donc on n'en a pas une, si on doit appeler société civile. Oui, elle n'en a pas une. Vous avez vu certains acteurs clés se sont évertués à démontrer la non-constitutionnalité de certaines décisions, alors que d'autres constitutionnalistes, les mêmes qui donnent les mêmes cours dans les mêmes amphithéâtres, sont revenus pour dire non, quand on a tel niveau de modification dans une constitution, c'est clair qu'on va vers une nouvelle république, donc ce qu'on n'a pas dénoncé, on ne doit pas l'interpréter comme existant. Donc vous voyez, le peuple qui est là, qui ne sait même pas, qui donne de la valeur à ces grands intellectuels, parce que pensant qu'ils disent la vérité, ils se muent tantôt en acteurs politiques, tantôt en société civile, mais pour défendre la même action qui est leur accession au pouvoir. D'accord, parlons de personnalités politiques. On se souvient également qu'il y a le secrétaire exécutif, l'actuel secrétaire exécutif du RHDP, qui est le préfacier d'ailleurs de cet ouvrage, et le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui ont fait des déclarations par rapport au troisième mandat. La question c'est de savoir quelles leçons on tire, parce que, pour paraphraser, on pourrait démontrer que le troisième mandat dont on parle, qui est le premier mandat de la Troisième République repris, enfin, a une valeur constitutionnelle, doit se faire, ne doit pas se faire. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnalités qui représentent un parti politique, qui se sont affichés, qui ont dit des choses qui ont été contredites par après? Mais est-ce que... Bon, je vais prendre le cas du secrétaire exécutif du RHDP, le docteur Cissé Congo, puisque vous dites qu'il est le préfacier de mon bouquin, ce qui est vrai, et qui est même un mentor politique pour moi. Il faut juste retenir que, est-ce que ma déclaration personnelle
fait force de loi. Non. Ma déclaration, mon appréciation d'une situation n'est qu'une interprétation de ce que je crois être. Mais ce n'est pas ce qui est réellement. Mais quand on représente un parti, qu'on a un rôle aussi important, si ce n'est pas force de loi, cependant, c'est quand même important. Mais ça peut même être une dynamique d'entraînement. Quand on est homme politique, notre rôle, c'est d'amener notre parti politique à accéder au pouvoir. Bien entendu. À exercer le pouvoir d'État, à demeurer au pouvoir. Ça, il faut. Donc, tous les acteurs que vous citez sont des acteurs politiques. Mais en même temps, à côté, en face, pour ne pas dire en face, il y a des grands animateurs politiques qui étaient là. Affigné ça en son temps, dans l'opposition, avait fait la déclaration pour dire si la Constitution, telle que nous sommes en train de la voter, demeure, alors le président Ouattara pourrait être candidat. Yasmina Ouagné, députée de la Nation, a décrit, même dans le document, elle dit que je n'ai pas voté parce que je savais que c'est comme ça, ça allait se passer. Donc, en même temps, vous citez des acteurs qui ont peut-être fait des déclarations qui ont mené le peuple à voter pour la Constitution. Il y a eu des acteurs en face qui ont décrié cette Constitution. Mais le fond, c'est que de grands constitutionnalistes à travers le monde après ont pris le document pour dire rien dans ce document-là. Cette Constitution empêchait M. Ouattara et empêche M. Ouattara d'être candidat. D'accord, très bien. Professeur Lassina Coulibaly, on aurait bien voulu aller encore plus loin, cependant le temps nous court dans le dos, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous aurons l'occasion certainement d'approfondir le sujet pour d'autres émissions. On a eu le plaisir d'échanger avec vous, merci d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. On espère qu'il aura écho pour comprendre que ce sont en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ce sont les mêmes éléments qui sont décriés ici, qui sont repris, que vous allez au Burkina, au Mali, en Guinée, partout sur le continent africain, ce sont les mêmes déterminants qui sont utilisés pour créer la contestation et pour créer la désolation dans la population. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.